Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio. Ravi d'être au micro pour vous parler de radio, actu et histoire du média. Vous écoutez Des ondes Vocast, bienvenue. Des ondes Vocast. Pour cet épisode, petite particularité, une partie actu débat. À l'occasion du lancement de Radio Player France, nous verrons avec Olivier Audoux en quoi c'est un événement notable pour l'industrie. Nous évoquerons aussi rapidement nos ressentis personnels et les enjeux autour de cette plateforme. Ensuite, il sera question de programmation musicale, les règles, les formats, les outils technologiques, tout ça en détail avec Alexandre Martina. Alexandre est un passionné animateur au service de différentes radios depuis de nombreuses années. Il a aussi été en charge de la programmation musicale de locales comme Champagne FM, Vibration ou Sweet FM. Alexandre est le fondateur de Fréquence 3, web radio qui vient de fêter ses 20 ans. L'histoire de Fréquence 3 est justement au programme de la partie archive de cet épisode. Vous écoutez des ondes Vocast, on commence tout de suite avec un point sur Radio Player France, la plateforme d'agrégation lancée par les principaux groupes de radio français. Des ondes Vocast, l'actu débat. C'est pour moi une excellente nouvelle, une initiative que j'attendais depuis longtemps. Les principales radios françaises se sont réunies pour proposer aux auditeurs une interface unique pour l'écoute des radios. Altis, Lagardère, M6, Les Indés Radio, Energy Group et Radio France se sont associés pour lancer la plateforme Radio Player France en créant une structure nommée Cosmos. Radio Player France a été lancé en fanfare le 8 avril et pour en parler ensemble, on va accueillir Olivier Audoux, créateur du site choup.fr et journaliste pour la Lettre Pro. Bonjour Olivier. Bonjour Anthony. On a l'habitude de t'entendre parler du DAB+, mais aujourd'hui, tu vas donc nous parler de Radio Player, et si c'est toi qui interviens pour en parler, c'est pas anodin. Toi, Radio Player, ça te parle déjà depuis plusieurs années. Eh bien oui, j'ai eu la chance de bien connaître, Radio Player pour avoir vécu 10 ans en Angleterre. Et là-bas, j'y ai aussi côtoyé l'industrie radio, dont les créateurs de Radio Player. Radio Player, oui, ça vient bien de là-bas, ça vient de chez nos voisins d'outre-Manche. Avant d'expliquer l'origine du projet, je pense qu'il est quand même nécessaire d'expliquer concrètement ce qu'est Radio Player en 2-3 mots. Alors, Radio Player, dans chaque pays où il est déployé, c'est un player radio qui regroupe les plus grandes radios nationales, régionales et locales sur un seul et unique portail et qui permet donc d'écouter ces radios en direct, en streaming, via Internet ou bien en replay via les podcasts. C'est un portail qui se décline en site web, en appli smartphone, en application vocale pour enceintes connectées, et aussi comme bouton d'entrée sur les interfaces des tableaux de bord automobiles. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que les radios ont déjà chacune leur propre app, leur propre site web. Du coup, comment on pourrait positionner Radio Player dans cet écosystème qui est quand même déjà bien saturé, quoi ? Le principe, c'est justement de réunir tous les contenus audio des radios, même concurrentes entre elles, sur un seul portail. Ça vient du constat que, d'une part, les auditeurs se fichent pas mal de savoir à quel groupe appartient une radio. Ils sont juste intéressés par des contenus. Et d'autre part, ce même auditeur, il est de plus en plus sollicité par tout un tas de concurrents dans l'univers du numérique, les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, etc. Et les journées ne font toujours que 24 heures. Donc, sans un bouton d'entrée unique pour la représenter, la radio se noie dans un univers toujours plus grand d'applications qui, forcément, sont concurrentes. Le principe, c'est restons concurrents sur nos contenus, nous qui faisons de la radio, mais coopérons sur la partie technique, sur nos tuyaux, sur nos canaux de diffusion. Voilà, c'est une logique qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans le déploiement du DAB+, en France, par exemple. Mais en fait, l'idée en somme, c'est de revenir au modèle du transistor, en fait. C'est ça, c'est une entité unique, simple, qui donne accès à toute l'offre radio disponible, quoi. En effet, les écrans des smartphones sont encombrés d'icônes, d'applications en tout genre. Donc, regrouper tout le produit radio en une seule application, c'est une invitation à remettre le média radio à une place privilégiée au cœur des auditeurs et des utilisateurs. Voilà, surtout que la majorité des smartphones ne permettent plus de capter la FM, donc tout doit passer par l'IP. Donc avoir un point d'entrée unique pour l'IP, c'est essentiel pour le média radio. Alors bon, cette idée de portail unique n'est pas nouvelle, TuneIn, entre autres, existe déjà. Là, la grosse différence, c'est que la technologie n'appartient pas à un intermédiaire. Pour une fois, c'est les éditeurs qui contrôlent la techno, et ça change tout. Là, c'est la grosse différence de Radio Player, c'est que Radio Player appartient aux radios, tandis que les portails comme TuneIn, ils sont contrôlés par des entreprises tierces, souvent américaines, et qui en général, en plus, rajoutent de la publicité sur des contenus qui ne leur appartiennent pas.
C'est l'industrie radio anglaise qui a 10 ans, a eu un espèce de wake-up call, comme on dit en anglais. Ils ont eu la bonne idée de se retrousser les manches. Alors justement, Radio Player qui est à l'origine, du coup, un projet imaginé en interne à la BBC en Angleterre. Et toi, Olivier, tu vivais au Royaume-Uni durant cette période. Tu as pu constater donc très tôt que les radios anglaises, du service public comme du privé, ont compris qu'il fallait qu'elles s'allient pour assurer un lien direct avec les auditeurs pour les écoutes via Internet. Comment ça s'est passé concrètement, la mise en place de ce projet ? En fait, on est vers la fin des années 2000. La BBC était très innovante en fait dans tout le domaine du numérique déjà à cette époque-là, et ils avaient lancé un portail qui s'appelait BBC iPlayer, qui existe toujours, et qui était un player unique pour diffuser en live et en différé tous leurs programmes radio et télé. C'est l'ancêtre de BBC Sounds, quoi. BBC Sounds, c'est plus une extension uniquement pour la radio. Donc du coup, pour revenir en 2010, ils avaient leur player et ils ont quand même décidé de s'allier avec les autres acteurs, les autres radios anglaises, et de créer un player unique tous ensemble. Exactement, la BBC en gros a un peu plus de 50% des parts de marché de la radio en Angleterre. Ils avaient beaucoup de succès. Mais une particularité de l'industrie radio britannique, c'est ils coopèrent beaucoup entre eux. Et à ce moment-là, l'industrie radio britannique, et notamment les radios commerciales, elles font face à deux gros défis. La montée de la concurrence numérique, des contenus numériques, et deuxièmement, la crise financière qui met leurs revenus publicitaires un peu à genoux. Et du coup, la BBC, avec la force de ce iPlayer, s'associe avec les radios commerciales pour dire maintenant, il faut aussi qu'on recrée l'univers du transistor. Et donc, ils se basent sur ce succès du BBC iPlayer pour créer Radio Player. Ils font ça à travers une entité juridique qui appartient aux radios, et surtout, très important, qui a but non lucratif pour éviter toute potentielle querelle en fait entre acteurs. Très rapidement, le nouveau portail Radio Player, c'est un grand succès. Et ce qui fait que quelques années plus tard, Radio Player UK va commencer à proposer sa solution technique aux industries radio des pays voisins, donc tout d'abord en Europe, moyennant une redevance pour payer la plateforme technique, mais toujours dans un but non lucratif et toujours sur le même principe. À plusieurs, l'industrie radio sera plus forte. Il y a des nouveaux supports avec les enceintes connectées, avec l'automobile, qui nécessite aussi l'industrie radio d'être forte à une échelle européenne et même internationale. C'est pour ça qu'ils ont voulu exporter la solution Radio Player à d'autres pays. Et actuellement, on a 14 pays dans le monde, principalement européens, mais aussi au Canada et au Pérou, par exemple, qui maintenant sont sous licence Radio Player. Alors l'idée, elle est bonne pour l'industrie, mais encore faut-il réussir à convaincre les auditeurs d'arrêter d'utiliser des applications comme TuneIn et de passer sur Radio Player. Alors pour l'écoute de la radio, les interfaces utilisateurs de Radio Player sont vraiment sincèrement plutôt efficaces, avec des fonctionnalités même plutôt intéressantes, comme la grille de programme avec lien vers les podcasts, ou même l'arrivée prochaine du Start Over. C'est la possibilité de demander à lire à partir du début de l'émission en cours. Le principal souci pour fédérer les auditeurs, c'est que, même s'il y a une bonne partie des radios, il en manque quand même, Skyrock notamment, et il n'y a que quelques radios associatives, mais aucune web radio indépendante et aucune radio étrangère. Il faut quand même rappeler que près de 90% de l'audience radio est déjà représentée sur ce portail. C'est déjà énorme, surtout au regard de l'éclatement du nombre d'acteurs, de groupes radio sur notre territoire. Du fait de la loi anti-concentration, la loi Carignon. Outre-Manche, on n'a plus que 2 grands groupes de radio privés, et on en a encore 5 chez nous. Donc le fait que le tour de table de Radio Player inclut déjà 6 gros groupes, 5 privés et Radio France, c'est déjà un record, surtout si on remonte un petit peu dans le temps et qu'on voit les querelles que l'industrie radio en France a pu faire face dans le passé. Donc là, comme sur le DAB, l'industrie a quand même réussi à réunir une très grande majorité des acteurs. Ce qui concerne ceux qui sont manquants, Skyrock apparemment a décidé de faire cavalier seul, mais la porte apparemment leur est encore ouverte. On a des nouvelles radios qui semblent s'ajouter toutes les semaines. La question de l'intégration des radios associatives, elles ont un ticket d'entrée pour rentrer sur Radio Player. Je crois que le petit débat qu'il y a eu, c'était plus par rapport à leur implication dans la gouvernance. Je pense que c'est des petits détails qui vont se résorber. Après, pour terminer sur ton point, sur l'inclusion de toutes les web radios, il y a une politique, et qu'on retrouve dans d'autres pays dans lesquels Radio Player est implémenté, c'est qu'il faut commencer avec des radios qui sont premium, de façon à pouvoir attirer l'auditeur. Si on recrée un univers aussi touffu que ce qu'on a sur TuneIn, potentiellement,
l'auditeur va peut-être être perdu avec des contenus qui sont moins pertinents. Ouais, je suis d'accord sur l'idée de se concentrer sur les radios broadcast, celles qui font de l'audience. Après, peut-être que Radio Player pourrait permettre aux utilisateurs, peut-être de façon manuelle, ou via un lien spécial, en informant l'adresse d'un stream ou d'un flux RSS pour un podcast. Par exemple, sur Podcast Addict, on peut faire ça, rajouter manuellement un lien, que ce soit pour une radio comme pour un podcast. Ce serait un peu fourbe de proposer ça, mais je trouve quand même que ce serait pas déconnant, parce que ce qui est primordial, c'est quand même de susciter l'intérêt des auditeurs, de faire en sorte que pour chaque Français, Radio Player doit être la meilleure solution pour écouter ses radios et ses podcasts favoris. Certains craignent aussi que les principales radios décident de rendre impossible l'écoute des flux ailleurs que sur Radio Player. Un tel scénario aussi radical, c'est quand même assez peu plausible a priori. Je pense que chaque radio avancera avec sa propre politique. Chaque groupe est libre de choisir les plateformes sur lesquelles il se diffuse. Si ce sont des portails qui rajoutent de la publicité, comme par exemple TuneIn l'a fait pour les radios de la RTBF, la RTBF avait décidé de couper leur flux, tout simplement parce que dans leur statut, la RTBF n'est pas censée diffuser de la publicité. Donc ça allait à l'encontre des statuts de la RTBF. Mais ça pourrait tout simplement être à l'encontre de la politique aussi d'un groupe privé. La partie podcast dans Radio Player, c'est encore très limité en termes d'ergonomie. D'ailleurs, sur la version web, à l'heure où nous enregistrons fin avril 2021, il n'y a pas encore la possibilité d'écouter des podcasts. Donc c'est un peu le comble d'avoir une version web plus pauvre que sur celle des stores d'applications, car le discours est très axé sur la volonté de peser face aux GAFAM. Il y aura sûrement des prochaines itérations qui rectifieront le tir, du moins j'espère, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas encore une progressive web app efficace qui réduirait fortement les dépendances avec Google pour Android et Apple pour iOS. Franchement, je me fais pas de soucis, les prochaines itérations rectifieront sûrement le tir, enfin du moins je l'espère. Il faut voir quand même que le portail a été seulement lancé en quelques mois. Il semble très déterminé et réactif, vraiment le jour et la nuit, avec ce qui avait été fait avec Direct Radio en 2014 et qui avait été un échec. On voit déjà, il y a beaucoup de radios qui sont rajoutées toutes les semaines, et donc le fait que le portail ait été lancé en seulement quelques mois depuis la création de la société montre qu'ils sont très réactifs. Alors la dernière chose qui m'a interpellé sur les podcasts encore, c'est que visiblement Radio France impose également des règles sur la chronologie de ses contenus. D'après ce que j'ai pu remarquer, a priori c'est pas aussi limité que sur Spotify ou Apple Podcast. Les épisodes semblent être retirés après une période plus longue de publication, mais il n'y a pas le même catalogue, on va dire, que dans l'application Radio France. Alors on comprend donc que Radio Player c'est avant tout pour le direct, pour l'écoute en linéaire, mais quand on voit qu'au Royaume-Uni, la BBC a lancé BBC Sounds, on en a parlé tout à l'heure, pour moi c'est un peu au détriment de Radio Player. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un risque pour le futur que certains acteurs essaient quand même de refaire de nouveau cavalier seul? Est-ce qu'il faut nécessairement s'assurer que la plateforme Radio Player devienne la référence pour toutes les formes d'écoute en France? Non, et je pense pas du tout que ce soit l'objectif. En fait, il est clair depuis le début, aussi bien en Angleterre qu'ici, que Radio Player ne va pas remplacer tous les autres moyens d'écoute. Et il est tout à fait normal, et je pense que c'est tout à fait contrôlé, et ça a été voulu comme ça, que la chronologie, par exemple, des podcasts ne soit pas la même offre sur les différents portails. C'est tout à fait logique. Il faut voir, en fait, chaque portail ou chaque point d'entrée comme étant des vitrines d'entrée pour des contenus. Et c'est tout à fait normal quand Radio France propose des contenus sur Spotify, ça permet de faire un point d'entrée, ça permet de trouver des nouveaux auditeurs qui peuvent s'intéresser sur un certain type de podcast. C'est comme un rayon de supermarché. Il faut être présent sur des linéaires, mais il faut aussi pouvoir être capable de venir en circuit court directement chez le producteur si on a envie, pour trouver toute une grande qualité de produits et potentiellement une gamme plus exhaustive. Merci Olivier d'être intervenu. Merci Anthony. On va suivre avec attention à la suite des événements. Je souhaite sincèrement le meilleur pour ce projet, qui d'ailleurs est entre de bonnes mains. Pour la suite, je vous propose de parler de programmation musicale. Restez bien à l'écoute, c'est un sujet très intéressant. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours.
On va parler ensemble de programmation musicale, un sujet qui m'a été proposé sur Twitter par Hugo Nander, que je remercie. Et je suis ravi d'en discuter avec celui qui a, entre autres, créé Fréquence 3, Alexandre Martina. Alexandre sait faire beaucoup de choses en radio. Il est notamment, depuis de nombreuses années, programmateur musical pour des web radios et des radios B. Merci Alexandre d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, merci à vous de m'inviter. Alors, comme je le disais pour te présenter, tu es le président fondateur de Fréquence 3, qui a fêté ses 20 ans en avril 2021. Nous en parlerons dans la prochaine partie de l'épisode. Alors, Fréquence 3, qui est à l'origine une web radio, t'a permis d'avoir une première expérience en programmation musicale. Aujourd'hui, tu travailles pour RCS, qui est un géant mondial spécialiste des logiciels radio. Dans la suite des produits RCS, il y a le bien connu G-Selector qui est dédié à la programmation musicale. Alors, corrige-moi si je me trompe, mais pour résumer, un programmateur ou une programmatrice musicale, c'est quelqu'un qui est chargé de la diffusion des musiques en respectant certaines règles artistiques et légales, tout en s'assurant de respecter le format, l'identité musicale de la radio. Mais est-ce que ce rôle-là de programmation musicale diffère en fonction des radios ? Est-ce qu'un programmateur musical va faire la même chose, qu'il soit sur Énergie, France Musique, Nova ou même une locale comme Top Music par exemple ? Alors en soi, effectivement, c'est bien résumé. Le programmateur musical doit savoir mettre en fait la musique à la radio avec certaines contraintes, contraintes éditoriales principalement, contraintes de timing aussi, mais ça c'est plus on va dire technique. Mais là effectivement où ça va changer, c'est cette ligne éditoriale, ce qu'on appelle la cible qu'on va chercher à atteindre, et surtout aussi l'attention que va porter le programmateur ou le directeur de la radio sur est-ce qu'on privilégie le mix global, est-ce qu'on privilégie les titres, la façon dont c'est enchaîné. Enfin, il y a tout ça qui va différer. Et est-ce que dans chaque radio, il y a toujours qu'un seul programmateur musical ou parfois ça peut être carrément une équipe ? En radio nationale, il va y avoir des comités d'écoute pour sélectionner les titres qui vont rentrer en playlist, et puis effectivement une équipe, parce que de faire la programmation musicale, c'est peut-être pas marrant tous les jours de faire ça de façon un petit peu robotisée. Le côté cool dans la programmation musicale, c'est de sélectionner effectivement ce qu'on va rentrer dans la machine et de faire les fameuses catégories. Et puis il y a le boulot, on va dire peut-être moins cool, qui va être vraiment de programmer et d'ajuster au jour le jour. Et dans certaines radios, effectivement, ils sont plusieurs pour pouvoir vraiment avoir un double regard. Généralement en radio régionale, il n'y a qu'un seul programmateur qui effectivement incarne tout ça en fait, qui incarne la ligne éditoriale, le côté artistique et on va dire ce boulot vraiment d'ajuster les timings. Je suppose que sur Vibration, tu étais tout seul justement. La radio Vibration, qui est une radio musicale, une station locale privée du groupe 1981 basée à Orléans. Donc pour se faire un ordre d'idée, Vibration, c'est ça. Rama, Rama, Alors la programmation musicale doit correspondre à ce qu'on appelle un format, c'est-à-dire son positionnement quant à sa couleur d'antenne, son répertoire, son genre musical, la part de talk à l'antenne et du coup sa cible. Puis justement, pour revenir sur ce qu'on vient d'écouter avec Vibration, quel est son format ? Comment tu le définirais ? C'est un espèce pour moi de mix entre un Hot AC et un CHR, comme disent les Américains. Chez Vibration, on travaillait avec des consultants avec qui on travaillait, qui nous disaient ce titre-là, c'est bien pour le format de la radio. On proposait des titres. Et on avait des réunions de programmation où moi je soumettais des titres et il nous faisait son retour. Et c'était ce consultant en fait qui avait mis en place les horloges, donc c'est-à-dire la répartition entre les nouveautés, les titres récurrents ou les titres gold, donc vraiment
le format de la radio. Et est-ce que ce consultant-là était également avec toi pour les relations avec les maisons de disques ? Alors pas du tout. En fait, lui, il était vraiment chargé de mettre en place une ligne éditoriale. Je composais entre ce que me soumettaient les maisons de disques. J'étais un petit peu dans un espèce d'entre-deux, c'est-à-dire que je faisais de la veille, on va dire, musicale. Je soumettais ça et j'argumentais ça avec ma sensibilité pour proposer aux consultants, et lui avait le final cut. Alors, les web radios permettent d'adopter des formats très spécifiques, restreints sur un genre ou même sur un artiste carrément, ou tout au contraire, hein, l'absence de contraintes avec les web radios, ça permet aussi de proposer un ensemble très hétérogène. Alors on parle de quotas de chansons françaises, de rotation d'artistes. En France, il y a pas mal de règles à suivre, certaines sont imposées par le CSA. Quelles sont les principales, les règles les plus communes pour les radios qui diffusent par voie hertzienne ? En fait, il y a tout un tas de règles. La plus connue, ce seront les quotas d'expression francophone et nouveaux talents. Ce sont vraiment les deux grosses choses dont on entend parler régulièrement. Et c'est vrai que j'ai dit française, mais en fait, c'est francophone. C'est francophone, voilà, tout à fait. Après, il y a aussi ce qu'on appelle la convention qu'on va établir avec le CSA, qui va différer entre radios qu'on ne connaît pas forcément, puisque c'est vraiment quelque chose d'établi entre la radio et le CSA. Par exemple, combien il y a de pourcentage de nouveautés, combien il y a de pourcentage de gold, ça c'est quelque chose qui est défini dans la convention. Et quand c'est défini, on ne peut pas vraiment s'en écarter. Ça a valu quelques problèmes à certaines radios qui, par exemple, si on remonte quelques années en arrière, il y a prescription. Quand Europe 2, qui était sur un format avec quand même pas mal de gold, on va dire un espèce de 50-50, quand ils ont voulu un petit peu rajeunir, eh bien Énergie les a attaqués parce que ils déviaient un peu trop de leur convention et ils se mettaient à jouer plus ou trop de nouveautés à leur goût. Alors, et justement, pour aider à respecter toutes ces règles, le programmateur musical a à sa disposition des logiciels. Donc toi, par exemple, sur Vibration, tu utilisais G-Selector, le logiciel de RCS. Que permet un logiciel comme G-Selector ? Bon, il existe plein d'autres. Hein. Est-ce qu'un programmateur musical, pour une radio, peut se passer de logiciels aujourd'hui en 2021 ? Oui, on peut tout faire à la main. Avec un bon vieux Excel, on est capable de faire de la programmation musicale. C'est ultra contraignant. Les logiciels de programmation musicale sont là effectivement pour assister, pour que une partie des choses se fasse de façon automatique et que tout soit vraiment beaucoup plus simple. Et c'est ce qu'on appelle des algorithmes sont là pour effectivement calculer les choses et nous proposer de remplir les cases avec des titres qui correspondent à certains critères. Parce que si effectivement on est obligé d'avoir dans la tête tous les critères que l'on doit respecter et faire des calculs à la main, on n'en finit pas et en fait on met un temps fou à faire de la programmation et du coup c'est pas vraiment rentable pour la radio. Et inversement, est-ce qu'une radio peut n'avoir qu'un logiciel et pas de programmateur musical ? Non, sauf peut-être une radio Gold qui ne va pas avoir de nouveautés. Il y a certaines web radios qui sont positionnées sur un format Gold. Elles ont injecté 3000 titres dans leur programmation musicale avec un système qui va automatiquement recycler certains titres, les mettre au frigo, les ressortir. Enfin bref, et en se basant sur l'algorithme qui va bien évidemment être programmé à l'avance, et c'est là où le programmateur malgré tout a un rôle important, mais je veux dire, cette radio peut fonctionner totalement en automatique. En soi, sur une radio où il y a un peu de vie, oui, il est quand même indispensable d'avoir un programmateur. Tu as aussi été en charge de la programmation musicale pour Sweet FM, une radio de catégorie B comme Vibration. Alors Sweet FM est une locale implémentée dans la Sarthe, partie nord-ouest de la France. Et de 23h à minuit le dimanche, l'émission La Dernière Heure, présentée par Emilien, propose une programmation composée à 100% d'artistes locaux. Écoutez. Merci d'être là, les amis. Un maximum de groupes de la région, plein de découvertes musicales. Bienvenue, c'est La Dernière Heure. Sweet FM. Tout le monde l'écoute dans la région. Sweet FM, Weekend, Sweet FM. Il est 23h.
Jusqu'à minuit, le meilleur donc du son de la région. C'est comme ça chaque dimanche pour terminer en beauté la semaine avec par exemple pour ouvrir les hostilités musicales Mirk, le Loir-et-Chérien featuring Guillaume Ledoux de Blancas. Voici Au fil du vent. Inspire, expire comme il te plaît. Extrait de la dernière heure émission du dimanche soir avec 100% d'artistes locaux, des artistes qui viennent de Sarthe, Loir-et-Cher, Normandie, Haut-Anjou, donc le tout animé par Émilien, animateur de la station. Cette heure exclusivement dédiée à la musique locale est présente dans la grille de Sweet FM depuis de nombreuses années. Alors toi tu étais Alexandre animateur pour Sweet FM dès 2003. De 2012 à 2016 tu étais aussi en charge de la programmation musicale pour cette radio. Et est-ce que du coup tu étais aussi en charge de la playlist d'artistes locaux? Alors c'est vraiment une émission spécifique et intégralement programmée à la main par Émilien. Il est également aidé par un journaliste, Clément Roé. Toi, tu t'en occupais pas en fait? Pas du tout. Alors, tu as aussi lancé un bouquet de 12 web radios, M2 Radio, en ligne pendant 9 ans, de janvier 2007 à décembre 2015. Et puis, tu as surtout créé Fréquence 3, un média qui était à l'origine exclusivement sur Internet et qui dispose depuis 2020 un flux diffusé en FM. Fréquence 3 propose aujourd'hui 4 web radios thématiques. Quel logiciel utilises-tu pour gérer la prog des flux de Fréquence 3 et est-ce que tu opères de la même façon dans ce contexte associatif comparé à ce que tu faisais sur Vibration et Sweet FM? J'opère de la même façon, effectivement, puisque j'utilise G-Selector pour la programmation musicale. Il y a des règles, il y a tout ce qui fait effectivement d'une programmation musicale aboutie, dirais-je, avec une couleur d'antenne, avec des règles que moi je me suis mise par rapport à la couleur d'antenne. Et pour effectivement la partie qui est diffusée en hertzien, en FM, en Touraine et dans le Loir-et-Cher, là on est effectivement obligé de respecter des quotas puisque c'est soumis au CSA. Et donc là pareil, le programme est légèrement différent que la partie web pour justement cette adaptation et respecter les quotas. Donc si je comprends bien, sur Fréquence 3, tu as du coup 5 RCS G-Selector différents parce que tu as 5 flux. Du coup. Exactement, il y a 5 stations, si on veut parler technique. Depuis un navigateur, en fait, qui permet directement d'accéder au logiciel en tant que tel sans avoir un TeamViewer, un AnyDesk ou je ne sais trop quoi, en fait. Il y a des solutions vraiment natives proposées par le logiciel pour faire ça à distance. Tout aussi bien pour la programmation musicale qui est faite donc par G-Selector que la diffusion qui est opérée par Zeta, aussi un produit de chez RCS, où là pareil, en fait c'est ce qu'on appelle le multistation, c'est-à-dire que dans la base on va avoir les différents programmes et qui vont être diffusés en fait, et c'est le cas, c'est une seule et même machine qui diffuse les X programmes que l'on met en place sur le web. Il y a une diffusion qui est déportée dans un studio en Indre-et-Loire pour la partie FM, mais c'est juste technique cela. Pour revenir à Fréquence 3, le 15 avril 2021, la web radio fêtait ses 20 ans. Pour l'occasion, l'équipe a proposé 20 heures de direct le samedi 17 avril. Pas mal de shows, de revival et d'invités remarquables pour cette journée anniversaire. Voici un rapide aperçu de ce qu'on pouvait entendre tout au long de ces 20 heures de live. Fréquence 3. Fréquence 3. Bienvenue la Gaule. Fréquence 3. Tu vas bien Alex? Elle est sacrément dure cette Gaule ce matin. 20h, je sais pas, maintenant ça tourne au Viagra 20 ans plus tard. Fréquence 3 fête ses 20 ans. On les fait pas. Eh non, ouais. c'est vrai. Quel naturel, quelle fraîcheur. T'as vu ça? Puis à l'ancienne, on bouffe les temporaires. Fais pas attention, on s'en fout. De toute façon, on n'a pas progressé depuis. C'est surtout moi. Surtout moi, mais en même temps, on m'a demandé, en fait, surtout tu fais comme avant, à savoir que tu viens sans rien préparer. Exactement. C'est un petit peu le principe de la Gaule. Alors, pas de préparation, on a juste mis 2-3 titres un petit peu débiles, là, comme ça, comme on aimait à l'époque, qui réveillait le matin. Fréquence 3, 2021. Indie Pop Club est de la partie sur Énergie. sur Skyrock. Skyrock. 2001, 2021, Indie Pop Club fête les 20 ans de Fréquence 3 avec David Glaser. Fréquence 3. Alors, j'en ai oublié, mais on a eu Amel Ben, Christophe Willem, Matthew Stone, Gala, Indra, Cascada, Shaim, Zao, Willy Rovelli, M. Pokora, Donald Jacksman, Jarry,
Nawel Madani, Baptiste Diabiconi, Constance, Anne Bernex, Alex Good, Tal, Bastian Baker, Axel Tony, Justin Bieber, Carly Rae Jepsen, Leslie, Karima Charny, Quentin Mosiman, Bruno Guillon et Kevin Razi, entre autres. Voilà, tous ceux qui ont participé avec nous au Big Show à l'époque. Et d'ailleurs, Nawel Madani, on la retrouvera dans une des séquences best-of qu'on va diffuser. Maintenant, on va écouter la première. C'est très rapide, mais c'est juste pour vous remémorer un peu ce qui se passait il y a quelques années dans le Big Show sur Fréquence 3. L'homme qui racontait sa live. T'as une grosse live quand même, hein. Et il n'y a pas que ça. Excusez-nous, on va vous laisser. Ah, écoute, c'est la se souvient du poney, laissez-la. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de ton temps. On sait que t'es très chargé, que t'as un calendrier pire qu'un ministre, hein, Chaim, pour l'avoir. Non, mais passe un moment avec vous quatre comme ça fait plaisir de prendre du temps, donc merci. Merci, c'est mignon. Je suis bien lesbienne, hein. Écoutez Fréquence 3 partout, tout le temps, sur l'application Fréquence 3. Comment ça va depuis 15 ans, Manu, quand tu es venu nous voir dans le groupe C'est vrai, c'était chez vous, c'est peut-être pour ça que ça marchait. C'est peut-être pour ça que ça marchait. Non, c'était rigolo, je me rappelle, on était venu chez vous avec Olivier Rioux, on avait fait un blind test. Parce que, alors maintenant, avec le temps, tout le monde a oublié, donc je peux dire que j'avais gagné. En même temps, c'est toi qui le faisais, le blind test, hein. Non, c'était contre Olivier. Ouais, contre Olivier, exact. Olivier qui nous écoute dans sa campagne. Big up, Olivier. Tu sais qu'il a mal terminé, Olivier. Maintenant, il est devenu alcoolique. Il vit avec des animaux au milieu de la forêt. C'est terrible. On l'a pas aidé, hein, on va pas te le cacher. On l'a même un peu poussé. On a vu les photos, on est dépité. Ah bah oui. Ah oui, non. C'est terrible. Il vit dans les arbres maintenant. Mais il est heureux. Hein. Il est heureux. C'est le moment de se dire au revoir, de se faire des bisous et de se donner rendez-vous dans 20 ans sur la marche de la place des grands hommes. On ne se retient pas plus. On ne se retient pas plus. Soyez prudents, aimez-vous, faut partir vivants. maintenant. Merci à tous. Droguez-vous. Baisez. Bisous et à Faites bientôt. des folies. Et... Allez, salut. Et cut. Club Mix. Fréquence 3. Club Mix. Voilà, pour préciser ce qu'on a entendu dans ce condensé d'extrait, l'invité qu'on a pu entendre, c'était Manu Lévy qui est intervenu depuis chez lui vers 20h30. Vous pouvez réécouter en partie cette émission anniversaire, rendez-vous sur YouTube notamment. Et justement, on part de l'histoire de Fréquence 3 dans la partie archive de cette émission avec toujours en invité Alexandre Martina. Des ondes vocastes, les archives. Beaucoup de radios ont été créées depuis l'émergence d'Internet, mais nombreux sont les flux qui ont été discontinués après quelques années, voire quelques mois d'existence. Fréquence 3, au contraire, fête ses 20 ans en cette année 2021, et s'il y a une marque qui restera toujours pour moi une référence en termes de web radio, c'est bien Fréquence 3. Et son fondateur, Alexandre Martina, est en ligne pour en parler, et si j'ai bien compris, à l'origine, toi, Alexandre, dès 1998, tu cherchais à animer ta propre émission sur ta propre radio, tu bidouillais une sorte de radio pirate, et puis comme tu étais passionné par l'informatique également, avec d'autres, vous avez finalement monté un projet de web radio. Vous avez eu la très bonne idée de nommer cette web radio Europe 3. Alors sans surprise, du côté de la rue François 1er, certains cadres dirigeants n'ont pas forcément apprécié ce sympathique clin d'œil aux radios du groupe Lagardère. Vous abandonnez donc ce nom pour un autre. Quel était le but du projet initial de Fréquence 3 ? Qu'est-ce qu'on pouvait entendre à ses débuts sur cette web radio ? Alors c'est très bien résumé. Alors sur Fréquence 3, déjà de la musique, et de la musique un petit peu, on va dire, différente que sur les radios à l'époque. Et nous, vraiment, le mot d'ordre, c'était se faire plaisir avec des choses que l'on apprécie, mais malgré tout avec ce souci de quand même passer des choses qui sonnent tube. J'allais principalement chercher des imports qui venaient d'Angleterre principalement, un petit peu d'Allemagne, et donc en fait on avait cette ouverture d'esprit de passer des choses qui ne passaient pas en France parce que les radios de tout temps ont toujours été un petit peu frileuses. On a eu très rapidement des outils qui nous ont permis de suivre l'audience en temps réel en fonction de ce qu'on passait à l'antenne. Et du coup, en fait, on voyait très rapidement, au bout de quelques diffusions de certains titres, de ce qui plaisait aux auditeurs, ce qui ne plaisait moins aux auditeurs. Et donc, ça permettait de ajuster le curseur, si on peut dire, presque en temps réel. L'idée n'était pas de révolutionner et de faire une radio vraiment totalement différente. Et c'était vraiment ça, l'idée de Fréquence 3, c'était de surprendre un peu l'auditeur sans le déboussoler. Alors, il faut savoir que
lorsqu'on lance une web radio, surtout au début des années 2000, on est restreint sur le nombre d'auditeurs en simultané, tout simplement parce que plus il y a de connexions, plus il y a de bandes passantes en jeu côté serveur, alors qu'avec une antenne pour une diffusion hertzienne, le nombre de récepteurs n'importe pas, mais en streaming, plus il y a d'auditeurs, plus les coûts sont élevés pour le diffuseur, sachant que les débits étaient très faibles et que la technologie, les outils étaient très balbutiants, surtout au début des années 2000, je suppose que la diffusion de Fréquence 3, à ses débuts, a été très limitée. Oui et non, puisqu'on a vraiment dès nos débuts eu la chance de bien s'entourer, ou que des gens, on va dire vraiment dans le domaine technique, s'intéressent au projet Fréquence 3 et adhèrent effectivement à cette programmation musicale. Et donc on a été très très rapidement aidés par diverses personnes qui nous ont proposé spontanément de nous héberger, de nous proposer des serveurs Shoutcast, une centaine de slots sur un serveur hébergé dans un data center. Et en fait, on n'a jamais réellement manqué de bande passante pour diffuser la radio. Très rapidement, on nous a proposé gracieusement de nous héberger. Les hébergeurs français qui avaient besoin de créer du trafic entre eux pour justifier d'accords de peering, sans rentrer dans des grands détails techniques, ont mis à disposition comme Club Internet, comme Free, comme même Orange pour développer par exemple le trafic IPv6. Donc en fait, on a eu très rapidement des serveurs qui étaient même surdimensionnés par rapport à ce qu'on pouvait générer comme trafic. Alors le premier claim de la web radio, c'est une rafale de tubes. Alors petit à petit, la web radio est de plus en plus populaire, il y a de plus en plus de bénévoles qui rejoignent l'association. L'antenne propose davantage d'émissions de talk, avec parfois des célébrités en invité. Dès 2003, Fréquence 3 a fait parler d'elle, après avoir reçu le fameux Gérard de Suresnes, révélé par Max, et est devenu très populaire, Gérard, à la fin des années 90 pour ses débats. On l'entend malheureusement alors qu'il est en situation de détresse suite à son éviction de Fun Radio. C'est dingue quand même, t'as été une star de Fun Radio, il y en a pas un qui est là pour t'aider? Mais non, mais Fun Radio c'est tous. Maintenant tu sais ce que c'est? Ils veulent même plus entendre parler de moi. Moi j'ai quand même une... Tiens, Alex. Oui. Alex, chope-moi authentique sur internet et on le passe en direct. Mais je sais pas s'il est là. S'il est là, il va se manifester. Mais moi j'ai quand même une petite question. Y a jamais personne qui t'a aidé Non, jusqu'à maintenant, non. J'ai été forcé de vivre dehors. Je suis resté 3 semaines une fois sous un pont. Tu sais à boire quoi de l'eau? L'eau de la Seine. Monsieur Gérard, un petit peu de vin? Qui c'est? C'est Alex. Alors, va me dire que t'as bu de l'eau de la Seine. C'est immonde l'eau de la Seine. Non, Alex. Aïe. Attends, y a Jim Guy sur le net qui dit que lui il peut t'offrir des fringues et un peu de bouffe si tu veux. En même temps, il est à Angers. Tu peux l'envoyer si t'as une adresse. Non mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est dire t'es où? Tu m'as rappelé? À Montluçon. À Montluçon. Bah s'il y a des auditeurs qui sont pas loin de Montluçon, qui peuvent peut-être faire un petit geste, je sais pas moi. Si t'as une adresse à nous filer. Tu bouges pas, Gérard? Ok, ça roule. On s'écoute un petit disque, nous. On va s'écouter Gérard de Palmas avec Elle s'ennuie. Ah, quel genou. Gérald de Palmas. Gérald. Oui, non, j'ai pas dit Gérard. Ouais, non, mais tu bon. Bon, et quand même, comment dire, On revient d'ici quelques instants. Merci Gérard d'avoir appelé, Et tu bouges pas, ok? Ok, ça roule. Gérald de Palmas sur l'antenne de Fréquence 3, Elle s'ennuie. 0825 954 si vous voulez réagir sur ça, si vous y croyez, si vous y croyez pas, si c'est vrai, en tout cas c'est dégueulasse. L'antenne est ouverte en tout cas, Vous nous appelez, Fréquence 3. Je suppose que tu t'en souviens de ce moment. Et effectivement, alors ça me remonte, waouh, effectivement beaucoup d'années en arrière. Je me rappelais plus exactement des propos qu'on avait tenus et ce témoignage vraiment poignant de Gérard. Ça avait fait pas mal réagir sur les forums à l'époque. Alors dès ses débuts, la web radio Fréquence 3 était totalement innovante en proposant d'interagir avec les auditeurs via un chat IRC. Oui, souvenez-vous, les chats IRC.
Le site proposait aussi des webcams, le direct de différents studios. Vous commentiez aussi des LAN, donc des parties de jeux vidéo. C'est commun notamment sur Twitch aujourd'hui en 2021, mais en fait au début des années 2000, moi je trouve que c'était une révolution, quoi. Petit à petit, Fréquence 3 propose des matinales, des libres antennes quotidiennes, réalise des directs pour couvrir des événements comme en 2006 pour la Gamers Assembly, Solid Days aussi et les Vieilles Charrues. Fréquence 3 pour les Vieilles Charrues en 2008, ça donnait ça. Fréquence 3, en direct de Carhaix, le festival des Vieilles Charrues. Fréquence 3 toujours en direct des Vieilles Charrues et c'est le dernier jour sur le festival. Hier, sous un temps mitigé, quelques 55 000 festivaliers ont foulé les pelouses de Carhaix. Les Vieilles Charrues étaient à guichet fermé. Yel a réveillé les festivaliers qui montraient leurs premiers signes de fatigue. D'autres extraits comme celui-ci sont à retrouver sur la chaîne Dailymotion de Fréquence 3. Alors avec ce type de délocalisation dès 2006, j'ai l'impression que l'équipe de Fréquence 3 se donne les moyens pour être reconnue comme une véritable radio. Alors d'ailleurs, en mars 2006, est créée l'association nationale des web radios, qui s'appelait France Web Radio, un début de structuration pour les radios exclusivement diffusées en ligne sur Internet. Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une volonté de se professionnaliser, de passer du stade associatif à une entité commerciale ? Il n'y a jamais vraiment eu cette vocation et cette envie. Pour revenir par exemple sur les festivals, effectivement, c'était vraiment l'opportunité de montrer le travail qu'on était capable de faire. Pour la partie France Web Radio qu'on a créée, effectivement, comme on a toujours été en très bon terme avec les autres web radios de l'époque, on s'est dit qu'on allait serrer les coudes et qu'on allait monter effectivement, on va dire une association pour aller parler, donc par exemple à la SACEM, les droits voisins aussi, et il fallait une structure pour ça. En 2006, la radio compte jusqu'à 120 adhérents et plus de 6000 auditeurs simultanés en pic. Quelle tranche horaire à cette époque, on va dire sur les premières années, les 5 premières années, à cette époque, qu'est-ce qui rencontrait le plus de succès et pourquoi d'ailleurs ? C'était principalement la musique sur Fréquence 3 qui faisait le gros de l'audience. C'était l'après-midi et la fin de matinée qui représentaient le gros de l'audience. Alors, en janvier 2007, tu laisses ta place de président à Nicolas Moulin. Quelques mois plus tard, en juillet 2007, tu démissionnes de ta fonction de directeur d'antenne. Tu reviens 2 ans plus tard pour t'occuper de la programmation et aussi en tant qu'animateur et redeviens ensuite en 2010 président. Pourquoi avoir pris tes distances avec Fréquence 3 entre 2007 et 2009 ? Globalement, tout le monde était bénévole. Quand une association devient aussi grosse, il faut avoir des compétences de gestion, de management. Même si ce sont des adhérents ou quoi que ce soit, il faut, pour faire évoluer les choses dans un certain sens, faire ce qu'on pourrait appeler du lobbying. Et globalement, il y a eu une espèce de, on va dire, de 2 parties dans l'association, des gens qui étaient très attachés à un fonctionnement très associatif, de pas d'évolution, et d'autres personnes qui avaient ce côté on rencontre un certain succès, ça serait peut-être intéressant de vraiment qu'on continue de progresser, et donc c'est ce qui a fait que on n'était plus totalement tous sur la même ligne, et donc quand je me suis rendu compte effectivement que je passais plus de temps à essayer de convaincre et essayer de faire comprendre, à tort ou à raison, que on arrivait à un carrefour, c'est-à-dire que moi, ce que je voyais de ce qui s'était passé dans les années 80, je sentais qu'il y avait une espèce de comment dirais-je, de revival sur le fait que les gros allaient manger les petits, et que si on restait trop petit, on allait se faire bouffer, et qu'on allait entre guillemets régresser, et que on allait entre guillemets peut-être crever un jour ou l'autre. Pendant que tu n'étais plus à Fréquence 3, il y a eu un projet de rachat. Alors il y a eu un projet de rachat, mais alors ça je pourrais pas spécialement en parler, parce que vraiment moi j'ai coupé pendant 1 an totalement de ce qui pouvait se passer. Ça t'a jamais intéressé de savoir ? Honnêtement non, parce que j'avais vraiment pour moi j'avais tourné la page. On avait monté ce projet de flux musical M2 Radio quasiment à ce même moment-là, et j'avais trouvé plus opportun d'investir du temps
dans cela. En 2009, tu reviens quand même à Fréquence 3, la radio évolue, tu réorganises l'antenne, des animateurs d'une autre web radio, C9 Radio, sont recrutés pour une nouvelle émission en direct nommée le Golden Show. Écoutez. Bonsoir et bienvenue dans le programme Fréquence 3. Le port du casque est obligatoire pour cette émission radiophonique. Je m'appelle Valérie Damido. J'ai survécu au tsunami. Je suis bisexuel. Je suis fille de milliardaire. Oh, y'a pas un Castori là? J'en vends. Je m'appelle Valérie Damido. Ma mission, vous présenter ce nouveau support radiophonique, Fréquence 3. Autrefois, Fréquence 3, c'était ça. Cette époque est révolue. À présent, les choses vont changer. Bienvenue dans le nouveau Fréquence 3. Connexion. Le Golden Show vous est présenté par les tournevis cruciformes. Les tournevis cruciformes vous permettent de visser et même de dévisser tous les types de vis cruciformes. PS ne convient pas pour les vis plates. Golden Show. Auditeurs, bonsoir les autres radios, bonsoir le chat de Fréquence 3, bonsoir au patron de Fréquence 3, bonsoir aux machines qui enregistrent ces 3 heures de live ce soir, bonsoir aux personnes aigries qui dès demain iront sur le forum de radioactu.com pour critiquer cette émission, et bonsoir à vous deux sans qui je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Ils ont fait de moi un homme. Mes parents, bisous papa, bisous maman, je vous aime. Maintenant, je ne vous ai pas oublié. Bonsoir, Blocox. Bonsoir, Nico. En forme. En forme de quoi? En forme, est-ce que ça va? Ça va très très bien, oui. Bonsoir, professeur Skills. Hello. Comment ça va? Ça fait du bien. Ça fait du bien. Comment ça fait bien plaisir de se retrouver comme ça entre copains sur Fréquence 3. Ça faisait bien 2 ans que j'avais pas parlé dans ce micro en disant Fréquence 3 avec ce traitement de son qui fait déjà parler ceux qui n'ont rien à mettre dans leur statut Facebook. Le top horaire mythique, un top horaire. Alors en fait, c'est un jingle placé à chaque début d'heure sur une radio. C'est une sorte d'indicatif. Voilà, pour les personnes qui souhaiteraient apprendre à faire de la radio, peut-être ce soir, même si je conçois que le Golden Show ne soit pas la meilleure école, certes, mais c'est la moins chère du marché. Le Golden Show avec Nico, Blocox et Skills. On est d'accord que Nico, c'est Adrien Thomas en fait. On est d'accord. Donc il a fait ses débuts sur Fréquence 3. Tout à fait. C'est effectivement là où, et on le sent déjà extrêmement à l'aise. Cet extrait montre dans l'habillage, dans le style d'animation que on était une radio qui alors je vais pas dire n'avait pas de limite, mais qui avait un ton différent. La chance, on va dire, qu'a eu Fréquence 3, c'est que on ne mettait pas de limite, mais les gens savaient se mettre les limites qu'ils jugeaient justes. Les gens, même s'ils n'étaient pas professionnels, avaient ce souci d'être professionnels. Oui, c'est vrai que ça s'entend qu'il y a une grande inspiration de Fun Radio, Énergie, Virgin, quoi. Ça se sent, et c'est fou de se dire que, au vu de la qualité de la production, tout ça, c'était bénévole, c'était dans un cadre associatif. Chez Fréquence 3, on a vraiment eu la chance d'avoir des bénévoles passionnés. Le projet, la chance de pouvoir s'exprimer, d'avoir effectivement un support qui a une petite notoriété. Les gens sont
content d'être là, se libèrent. Alors 2009, c'est donc le renouveau de la web radio, à ton retour. Le nouveau slogan, c'est The Real Radio. Qu'est-ce qui change concrètement avec ce renouveau de Fréquence 3 Qu'est-ce que les auditeurs pouvaient écouter à cette époque concrètement, en plus du Golden Show? Pour moi, ce nouveau Fréquence 3, c'était plus de la communication. Il y a pas mal forcément de gens qui étaient proches de moi, qui sont aussi partis pendant cette année-là. Il y a eu appauvrissement, on va dire, de la grille d'antenne. Et le renouveau, ça a été de remettre des émissions, de remettre de la prod, de remettre un son digne de ce nom. Ce renouveau, c'est juste que on revenait à des fondamentaux en fait qui avaient été posés dans l'histoire de la radio. Quand tu es revenu en 2009, c'est que ça te manquait, ou comme tu disais que la grille s'était appauvrie, donc tu avais envie de relancer la machine, c'est ça? Alors non. Nico alias Adrien, Ludo, et puis diverses personnes qui étaient restées, on va dire, tenir le navire, me disaient, mais en fait, soit on arrête, il se passe plus rien et c'est vraiment problématique, soit tu reviens et on avance tous dans la même direction et on fait effectivement un petit renouveau de tout ça. Alors à partir d'octobre 2014, les audiences de Fréquence 3 sont mesurées par l'OJD, donc l'ex-ACPM. La marque est alors créditée de près de 309 500 écoutes sur le mois, incluant les audiences des deux autres web radios thématiques. À l'époque, c'était Gold de Fréquence 3 et Urban 3. Près de 300 000 écoutes pour une durée moyenne de session de 48 minutes pour le flux Fréquence 3, ce qui en fait à cette époque la 40e web radio du classement. Alors j'étais étonné sur plusieurs aspects quant à la présence de Fréquence 3 dans ce classement. Déjà, si c'était toujours un projet associatif, je voyais pas spécialement l'intérêt de faire certifier les chiffres, mais surtout on voit qu'il y a que 15% des écoutes mesurées par le JD qui provenaient de France. Alors bon, on peut l'expliquer par le fait que c'est surtout la prog musicale qui est appréciée, d'où l'écoute dans le monde entier, mais j'étais quand même assez surpris de voir que 15%, et puis surtout pourquoi avoir été mesuré que pendant 3 mois. On n'a jamais voulu être dans ce classement-là. C'est quand on a tenté une commercialisation et on s'est rapproché de Target Spot. Nous, historiquement, on s'hébergeait tout seul sur des serveurs. Du coup, on a été obligé de passer chez Infomaniac pour utiliser les outils de publicité. Ça s'est très mal passé puisque à ce moment-là, Infomaniac avait pas mal de problèmes. Tout ça n'était pas vraiment au point. Donc on a d'une, perdu pas mal d'audience, et de deux, en fait, ça ne fonctionnait pas forcément comme on l'avait imaginé. C'est-à-dire que à ce moment-là, à ce moment précis, on a fait cette expérimentation-là, on nous avait promis un petit peu moins émerveille, et à ce moment-là, ce qui était essentiellement commercialisé, c'était ce qu'on appelle du synchro-bannière, c'est-à-dire un spot de pub qui est diffusé avec, sur le player de la radio, un visuel. Et l'audience de Fréquence 3 s'est constituée de façon très naturelle, pas forcément via le site de la radio. C'est-à-dire que ce qui a fait le succès de Fréquence 3 dans les années 2000, c'est l'annuaire Shoutcast, qui nous a apporté une audience mais phénoménale, ayant une audience vraiment atypique, parce qu'effectivement, très internationale. Par exemple, on a pu malgré tout, pendant ces 3 mois où on est allé chez Infomaniac, avoir quelques visions un petit peu meilleures de notre audience, et on s'est aperçu qu'on avait une vingtaine de % d'audience qui était sur la Russie, par exemple. Cette audience-là n'était pas du tout commercialisée. Pareil, une audience en Allemagne assez forte. Un marché français très faible qui vient pas en plus forcément par le player. Globalement, ça faisait des revenus qui étaient vraiment pas énormes, et globalement, on a plus saboté la radio pendant ces quelques mois qu'autre chose, et on est reparti d'où on venait, c'est-à-dire de s'auto-héberger plutôt qu'autre chose. Et finalement, Fréquence 3 n'a jamais réussi à se développer commercialement parlant, en tout cas. C'est suite à cette mauvaise expérience que on s'est dit,
on va être capable de vivre sans publicité, de vivre juste avec des adhésions, de vivre parce que à côté, quelques personnes, dont moi, vont faire rentrer de l'argent par divers moyens. Pour donner un exemple, des voice tracks que je vais faire pour des radios B de façon, on va dire, personnelle, je préfère faire rentrer cet argent-là dans Fréquence 3 pour que Fréquence 3 puisse se développer, et ça fonctionne plutôt bien. Le 23 juin 2020, la radio associative Génération FM, que tu gères également, est renommée Fréquence 3 Touraine Loir-et-Cher. Le média ne profite alors plus de l'absence de contraintes, notamment les contraintes du CSA. Pourquoi cette idée de réunir les deux radios sous la même coupe ? Je suis devenu président de cette radio Génération FM en Touraine et dans le Loir-et-Cher en 2009-2010, je sais plus exactement la date, et je m'en suis occupé de plus en plus en fait. Je faisais limite double job, donc même si il y a eu pas mal de synergies, la finalité de tout ça, ça a été de rassembler les deux antennes sous le même nom de Fréquence 3. Renommer une radio, c'est jamais simple, et on peut le voir, l'expérience de Swig qui a remplacé Ado FM à Paris et à Toulouse prouve qu'effectivement c'est très compliqué de faire changer dans la tête des gens le nom d'une radio. Donc voilà, c'est pour ça que ça a mis pas mal de temps dans ma tête, et ce qui a provoqué, on va dire, ce changement-là, c'est que justement, la montée en charge de l'importance du numérique et de cette radio parisienne à la base, Génération avec un S, radio hip-hop R&B du groupe Espace, fait que la confusion entre Génération avec un S et Génération FM commençait à devenir de plus en plus importante, surtout au niveau, on va dire, institutionnel et maison de disques. Et l'arrivée de cette Génération avec un S en radio numérique terrestre sur le secteur de Tours a fait que je me suis dit, oui, mais là, effectivement, tant qu'ils sont à distance, pas sur la zone, ok, ça peut se justifier, et les gens qui sont en Touraine et dans le Loir-et-Cher ne connaissent peut-être pas forcément la radio hip-hop R&B de Paris, mais dès lors où elle arrive effectivement sur le même secteur, alors même si une radio associative ne vit pas pour avoir des sondages ou quoi que ce soit, malgré tout, c'est quand même compliqué, et retrouver un autre nom, construire une nouvelle marque, c'est quand même très compliqué, et là, on va dire que la question ne s'est pas posée très longtemps. Ça se justifiait totalement d'appeler cette radio FM Fréquence 3, ce qui n'a pas été un problème pour le CSA. Moi, j'étais pas plus que ça attaché au nom Génération FM, n'étant pas le créateur de cette radio, et qui avait connu d'ailleurs dans son passé une existence sous un autre nom dans les années 80. Ça s'est appelé Bulle FM. Ça a été renommé dans les années 90 en Génération FM. Donc moi, j'avais pas d'affect particulier avec Génération FM en tant que telle. Alors certains animateurs qu'on entend aujourd'hui sur la FM sont passés par Fréquence 3. On disait tout à l'heure, Nico, Adrien Thomas qu'on a pu entendre sur Fun Radio. Il y a aussi JB, Jean-Baptiste James, qu'on a pu écouter entre août 2007 et décembre 2008 sur Fréquence 3. Alors JB qui a ensuite été recruté par Goom, un autre bouquet de web radio qui n'existe plus aujourd'hui, puis par Toulouse FM, Énergie et enfin Fun Radio. Aujourd'hui, on l'entend sur Fun Radio, JB anime le drive. À l'instar des radios associatives, finalement, Fréquence 3, c'est pareil, c'est une bonne école pour une carrière radio. C'est vrai que... Alors, c'est peut-être le fait d'avoir ce souci de professionnalisme et de recruter, on va dire, des personnes passionnées qui ont ce souci d'être professionnels qui fait cela, en fait. C'est effectivement, je pense que c'est une histoire de casting, et l'idée c'est de faire progresser les gens qui sont sur l'antenne, et c'est vrai qu'il y a eu de tout temps des écoutes de pige, des conseils de progression, des axes pour devenir meilleur. Les gens qui parlent sur Fréquence 3 ont déjà un niveau qui est correct.
mon rôle, on va dire, c'est effectivement de les faire progresser avec ce que j'ai pu apprendre dans mes diverses expériences, avec les diverses personnes dont j'ai pu discuter avant même de faire moi-même de la radio professionnelle, justement de leur transmettre cela pour qu'ils deviennent encore meilleurs. Alors quel avenir pour Fréquence 3 ? Est-ce qu'il y a des projets dans les cartons ou même tes ambitions à toi pour la suite ? Fréquence 3 de tout temps n'a jamais eu d'idée de ce qu'elle voudrait faire, et c'est peut-être son tort, mais malgré tout 20 ans après on est quand même là. C'est vraiment en fonction des bénévoles qui viennent nous rejoindre, et c'est un genre un petit peu aussi d'appel, c'est-à-dire que pour beaucoup dans l'équipe, plein d'idées. Après, on n'a pas forcément la connaissance, on va dire, technique, par exemple, pour développer telle ou telle chose sur le site, du temps pour faire telle ou telle émission. Donc, c'est voilà, on est très ouvert, et on a toujours été très ouvert à des propositions. Autant dans une entreprise, on peut dire, je souhaiterais que ça soit fait, etc., avec des deadlines. Dans un cadre associatif, c'est complètement pas possible, parce que on fait ça sur son temps perso, et on fait ça aussi en fonction de sa motivation. Et dernier coup de gueule, ou peut-être appel, de ce que j'en ai constaté de toutes ces années, je déplore le fait qu'il y ait des jeunes gens qui ont moins envie de s'investir en 2021 que c'était le cas dans les années 2000 ou même début des années 2010. On trouve moins, alors soit on les a mal cherchés, soit je ne sais pas, peut-être que la faute est de notre côté, mais des gens qui ont envie de s'investir. Est-ce que la radio fait moins rêver ? Est-ce que la web radio fait moins rêver ? C'est une question ouverte. Eh bien justement, vous qui nous écoutez, vous pouvez nous donner votre avis, parce que finalement il y a de moins en moins de passionnés, ou est-ce que peut-être que maintenant chacun veut être son propre média et non plus derrière une marque. Moi j'ai plus l'impression que c'est ça, c'est chacun veut être chacun veut être la star, alors qu'avant on voulait plus faire partie d'une équipe. Exactement. Je pense que l'explication est bonne, et c'est effectivement un petit peu l'analyse que j'en fais et que je partage avec d'autres passionnés qui ont pu monter des projets il y a 10, 15, 20 ans. Mais l'intérêt d'une équipe, c'est ce côté équipe, c'est de s'aider, c'est de participer à un projet et de pas, on va dire, ne se faire briller que soi. Eh bien, merci Alexandre d'être intervenu dans Des Ondes Vocast. Eh bien, merci encore de m'avoir permis de m'exprimer totalement librement, comme vous avez sans doute pu le constater. Vous qui nous écoutez, si vous êtes ou étiez auditeur de Fréquence 3, faites-nous signe. N'hésitez pas à envoyer un mail, contact@vocast.fr, ou nous envoyer un MP sur Twitter. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocast, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez vous abonner au flux premium, premium.vocast.fr. Je vous parle ce mois-ci de Spotify Ad Studio. J'ai également écrit un article accessible gratuitement pour vous faire part de mon retour d'expérience sur cette plateforme qui permet de lancer des campagnes publicitaires sur Spotify en self-service. Le lien est dans la description. Le spot publicitaire a été produit d'ailleurs avec la voix off de Martin Bril. Rendez-vous d'ailleurs sur son site martinbril.com si vous êtes intéressé par cette voix off. La semaine du 31 mai, c'est la fête de la radio. Je vais essayer de vous préparer quelque chose de particulier pour cette occasion. Si vous avez envie de me soumettre des idées, de participer à la production de ce podcast, ponctuellement pour la fête de la radio ou même après, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je suis ouvert aux propositions. On se retrouve donc très bientôt. Ciao! Des Ondes Vocast.